Donc, merci pour votre présence et votre intérêt pour ce webinaire concernant l'importance du choix des incoterms. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Corvette, donc conseillère technique et réglementaire. J'ai pris la suite de Pascal Leborgne il y a quelques mois. J'accompagne les entreprises morbihanaises qui ont un projet de développement international pour leur donner les bons leviers au démarrage de l'activité, mais aussi par la suite lors du développement. Pour ceux qui ne connaissent pas bien BCI, nous sommes une structure régionale d'appui à l'internationalisation. Plus de 1000 entreprises sont adhérentes, ce qui est un gage de confiance pour soutenir notre travail d'accompagnement. Votre adhésion vous permet d'accéder à BCI Info, qui est une mine d'informations sur les marchés et les points techniques, ainsi qu'entre autres à Suppliers from Bretagne, qui est une plateforme de mise en relation fournisseur-client avec une qualification par nos soins. Nous sommes une équipe répartie sur toute la Bretagne avec 5 chargés d'affaires, avec chacun leur secteur d'activité. Et sur chaque département, un conseiller technique et stratégique pour la structuration et une conseillère technique et réglementaire pour la mise en œuvre. Vous aurez toutes les coordonnées dans la présentation qui vous sera envoyée. N'hésitez pas à nous solliciter pour le sujet abordé aujourd'hui, mais aussi toutes questions relatives à l'international. Nous organisons tous les ans l'Open de l'International le premier lundi de juillet. Donc cette année, ce sera le lundi 1er juillet à Rennes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à partir de mi-avril pour participer à nos réunions d'information, nos tables rondes et profiter de ce moment de partage et d'échange avec d'autres entreprises ou partenaires. Sur les aspects pratico-pratiques de ce webinaire, donc vos caméras et micros sont désactivés pour la bonne tenue de la réunion. Vous allez pouvoir poser vos questions au fil de l'eau sur le module Q et R. Si elle concerne une slide en particulier, n'hésitez pas à le mentionner dans votre question, ce sera plus pratique pour nous. Nous répondrons à toutes les questions à la fin du webinaire pour éviter de déborder au niveau timing. Et à savoir que les questions de cas particuliers seront traitées en dehors du webinaire. Donc, vous pourrez aussi nous recontacter si des questions vous viennent par la suite, bien sûr. Si jamais vous n'aviez pas accès au module Q&R, vous pouvez envoyer vos questions par email sur l'email de Christine Martinet et ils nous seront envoyés sur le module par la suite. La présentation qui est projetée vous sera envoyée par mail et le replay sera accessible sous quelques jours sur notre site puisqu'il est enregistré. À la fin de la session, vous recevrez une enquête de satisfaction pour connaître votre ressenti et vos souhaits de thématique. Donc, n'hésitez pas à y répondre pour qu'on puisse satisfaire au mieux vos souhaits lors des prochaines réunions d'information. Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous informer sur la répartition des coûts et des responsabilités de l'acheteur et du vendeur selon l'incoterm négocié. Et dans ce cadre, j'ai souhaité faire appel à Frédéric Valenchon, qui est responsable régional douane chez Bolloré Logistics. Donc, merci Frédéric pour ta présence. Je te laisse la parole. Merci Sandrine, bonjour à tous. Je suis Frédéric Valenchon, en charge des affaires douanières sur la région ouest de Bolloré Logistics. La région ouest, Bolloré, ça va de Brest jusqu'à Cholet. J'anime une équipe de 30 personnes sur la région ouest, réparties sur 2 services douanes. Et le sujet des incoterms est au cœur de notre métier de transport à l'international, de commissionnaire en douane, mais également de commissionnaire de transport. Donc, on a le but aujourd'hui, c'est de vous présenter les incoterms. On va tous les passer en revue. Comme le disait Sandrine, on a un timing assez serré pour aborder ce vaste sujet. Donc c'est avec grand plaisir que je répondrai également à toutes vos questions en fin de session. Pour la bonne gestion du webinaire, je vais couper ma caméra durant la présentation. Alors, c'est uniquement pour éviter les micro-coupures qui pourraient intervenir durant la présentation et principalement laisser un peu de bande passante sur la présentation. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu le menu de ce que nous allons voir durant ces 2 heures de présentation. On va parler du rôle et des prestations des incoterms. On aura un panorama sur les 11 incoterms
2020, hein, parce qu'on parle bien des Incoterms 2020. Et puis également, on regardera les Incoterms dans la chaîne logistique, un peu les règles d'or et les exclusions, ce que ne couvrent pas les Incoterms. Et puis, comme l'a dit Sandrine, on finira par les questions-réponses. Alors, le rôle et les prestations des Incoterms. Donc, on va se redire une généralité, hein, mais c'est toujours bien de se le redire. Les Incoterms vont définir avec précision les obligations du vendeur et de l'acheteur en matière de prestations, de risques et de coûts. Alors, de risques et de coûts, on voit à peu près de quoi on parle, mais souvent, en termes de prestations, qu'est-ce qu'on va mettre derrière les prestations? Les prestations au niveau des Incoterms, ça va couvrir l'emballage, la manutention, également le transport. L'emballage, en fonction de l'Incoterm utilisé, on va définir à qui incombe la charge d'effectuer les emballages nécessaires au transport. En termes de manutention, effectivement, l'Incoterm va définir les responsabilités et les tâches de chaque partie en matière de chargement et de déchargement, très important. La manutention et puis bien évidemment le transport. On va définir les charges des parties en matière de préacheminement, de transport principal, également de post-acheminement. Ces trois postes sont très importants et couverts par les différents Incoterms. Et puis également, dans les prestations, nous avons l'assurance et puis les formalités douanières. Donc, l'assurance, l'Incoterm va définir qui prend à sa charge effectivement l'assurance, et puis les formalités douanières, puisque dès qu'on parle de commerce à l'international, forcément, on a un passage en douane, et donc très important de savoir qui va s'occuper des formalités douanières, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Donc, en termes d'Incoterm, on a 11 Incoterms. Alors, voilà, les 11 Incoterms. Sur ces 11 Incoterms, on va dire que dans l'ensemble, qu'on a des Incoterms qu'on retrouve le plus souvent. On va retrouver souvent du FCA, on va retrouver du FOB, du CPT, du CIP, du CIF. Également du DAP, du DDP. Sur ces 11 Incoterms, on va se le dire tout de suite, sur le commerce et le transport à l'international, on a 2 Incoterms à proscrire sur ces 11 Incoterms. On va bien souvent, on va proscrire l'Incoterm ex-work, et puis à l'opposé, on va proscrire également l'Incoterm DDP lorsque l'on fait du transport hors Union européenne, parce que bien évidemment, comme je vous l'ai dit juste avant, on a un passage en douane, et ça peut être problématique, les passages en douane à l'international. Alors sur ces 11 Incoterms, on va pouvoir les classer en familles. On va retrouver 4 familles. La famille DE, bon, dans la famille DE, on va retrouver l'ex-work, on va retrouver la famille DF, on va retrouver le FCA, le FAS, le FOB, famille DC, CFR, CIF, CPT, CIP, et puis la famille des D, DAP, DPU, DDP. Ce qui est important de noter sur cette slide, c'est que sur ces 11 Incoterms, il y a 4 Incoterms qui sont dédiés principalement au transport maritime, à savoir le FAS, le FOB, le CFR et le CIF. Ces Incoterms ne peuvent pas être utilisés pour d'autres moyens de transport que le maritime. Par contre, pour les autres, le reste des Incoterms, ce sont des Incoterms dits multimodaux. Ça, c'est bien. C'est important aussi de bien l'avoir en tête lorsque vous définissez un Incoterm entre l'acheteur et le vendeur. Les grandes définitions de ces familles, la famille des E, eh bien, le vendeur n'a pas beaucoup de responsabilités, juste mettre la marchandise à disposition de l'acheteur dans ses locaux ou éventuellement dans un autre lieu convenu.
Ça aussi, c'est très important, hein. Les locaux, les lieux convenus, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est très important de bien le spécifier. La famille DF, la grande définition de la famille DF, le vendeur organise et paie le transport préalable dans le pays d'exportation, mais n'assume ni les frais ni les risques du transport principal. Il remet la marchandise au transporteur désigné par l'acheteur. La famille DC, le vendeur paie les frais du transport principal, mais n'en assume pas les risques. Donc là, on le verra tout à l'heure, il y a dissociation entre le transfert des frais et des risques. C'est la particularité de cette famille des C. Et puis, la famille des D, là, pour le coup, le vendeur va assumer les frais et les risques jusqu'au lieu de destination convenu. Et on peut avoir des cas, notamment avec le DDP, on y reviendra tout à l'heure, avec les formalités douanières qui vont intervenir. Si on analyse les incoterms un par un, on va commencer par l'incoterme ex-work. L'incoterme ex-work, bon, on l'a vu tout à l'heure, la seule responsabilité du vendeur, c'est de mettre la marchandise à disposition de l'acheteur dans ses locaux. Attention, comme je vous l'ai dit, c'est un incoterme normalement à proscrire, même si régulièrement on voit cet incoterme négocié dans les flux à l'international. L'ex-work, ça veut dire que vous laissez la responsabilité à votre acheteur d'assumer les formalités douanières. Et ça peut être contraignant pour votre acheteur d'assurer les formalités douanières dans un pays dans lequel il n'est pas forcément installé, il n'a pas forcément de représentants en douane. Et vous, également, en tant que vendeur, vous avez aussi cette responsabilité de récupérer ce qu'on appelle le BAE ECS sorti. Ça veut dire que vous avez l'obligation de prouver à l'administration fiscale que vos marchandises vendues à l'exportation ont bien quitté le territoire de l'UE. Donc ça, pour le prouver, c'est la déclaration export qui va le prouver. Donc si vous laissez cette formalité à votre acheteur, bah, vous perdez un peu la maîtrise de votre déclaration export et ça peut être problématique pour vous au niveau fiscal de récupérer ce qu'on appelle votre justificatif fiscal pour prouver à l'administration que vous pouvez vendre hors taxe à l'export hors UE. Donc voilà pour l'incoterme ex-work qui ne met pas beaucoup de responsabilité sur le vendeur, mais qui peut être risqué pour faire le justificatif fiscal. Donc, pour résumer, l'incoterm ex-work, donc l'obligation du vendeur, mettre la marchandise à disposition de l'acheteur dans ses locaux. Et puis, lui, l'acheteur, a la responsabilité de prendre livraison de la marchandise, d'accomplir, le cas échéant, toutes les formalités douanières pour l'exportation. Et puis également, normalement, hein, à l'ex-work, je ne l'ai pas mis ici, mais le vendeur met à disposition la marchandise, ça veut dire que normalement, c'est à l'acheteur de s'occuper de charger la marchandise au départ du vendeur dans le moyen de transport. Alors, c'est vrai que dans la vraie vie, ça ne se passe quasiment jamais, puisque le vendeur va gentiment charger le moyen de transport, mais normalement, ce n'est pas à lui de le faire. Donc, en cas de problème, qui est responsable, ça peut être compliqué. Voilà pour cet incoterm ex-work, hein, par rapport ce qu'il faut noter, hein, par rapport à ça, c'est vraiment attention, les formalités douanières export sont assumées par l'acheteur. Ça peut être problématique. Ensuite, on a l'incoterm, là pour le coup, qu'on va appeler l'incoterm FCA. Alors lui, FCA, il a une petite variante. Il y a deux possibilités de livraison possibles avec le FCA. C'est soit le vendeur met à disposition les marchandises dans ses locaux, douane export faite, enfin douane faite. Là, je me mets plus dans flux export France vers pays tiers, donc douane export faite. Donc là,
par rapport à ce que j'ai dit avant, le vendeur a la maîtrise de sa déclaration export, donc a la maîtrise de son justificatif fiscal pour prouver à l'administration que ces marchandises ont bien quitté le territoire de l'Union européenne. Donc la petite variante du FCA, c'est que soit marchandises mises à disposition dans les locaux du vendeur, soit éventuellement la variante, c'est de mettre la marchandise à disposition dans un lieu convenu. Et là, si vous avez convenu avec votre acheteur de lui mettre à disposition la marchandise dans un lieu convenu, c'est au vendeur d'assurer le préacheminement, de s'occuper du préacheminement jusqu'au lieu convenu de la marchandise avec l'acheteur et bien évidemment, douane faite. Pour le reste, c'est l'acheteur qui va prendre à sa charge tous les frais de transport principal, ainsi que les risques et les coûts jusqu'à ses entrepôts. Voilà pour le FCA. Donc, ce qu'il faut garder en tête pour le FCA, c'est que vous avez une variante, soit marchandises mises à disposition dans les locaux du vendeur, ou éventuellement FCA, lieu convenu. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Pas grand-chose à dire. Pour le coup, le FCA, souvent, si vous avez déjà eu l'occasion de participer à des réunions avec l'administration des douanes, souvent, mais également des commissionnaires en douane ou des commissionnaires de transport, souvent, ces deux parties vont vous inviter à privilégier l'incoterm FCA plutôt que l'incoterm export. Alors, je sais que dans la pratique, ce n'est pas évident puisque si vous avez passé des contrats avec vos acheteurs en export, c'est toujours compliqué de modifier les contrats et de modifier l'incoterm dans un contrat, mais essayez le plus possible quand même de négocier vos contrats à l'export en FCA. Ensuite, on remonte un peu dans les incoterms. Là, on va trouver l'incoterm FAS, en fait. Alors, donc lui, c'est un incoterm FAS, c'est un incoterm qu'on va utiliser uniquement sur les flux maritimes. Donc, alors, il ressemble à l'incoterm FCA, mais c'est un incoterm maritime. La différence, pourquoi un incoterm maritime se fasse, lui, cet incoterm va être généralement adapté au transport de marchandises en vrac et de grandes quantités. Donc là, le vendeur va avoir la responsabilité d'effectuer les formalités douanières et également d'assurer la livraison des marchandises le long du navire. On appelle ça, généralement, c'est ce qu'on dit, le long du navire, donc c'est-à-dire que sur les quais des compagnies maritimes. Le petit risque avec cet incoterm FAS, c'est que, comme je viens de le dire, il est adapté au transport de marchandises en vrac en grande quantité. Donc il se peut que vos marchandises n'arrivent pas au même moment le long du navire. Donc, il faut savoir que tous les frais de stationnement sur un entrepôt ou un quai de compagnie maritime, vous risquez d'avoir des frais de stationnement et ces frais-là, bien évidemment, sont à la charge du vendeur. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête lorsque vous allez livrer vos marchandises. Et également, la difficulté dans cet incoterm, c'est-à-dire que vous, en tant que vendeur, vous avez la responsabilité d'apporter et de livrer les marchandises le long du navire, et lui, l'acheteur, lui, doit s'occuper du transport maritime. Donc, il va falloir se coordonner entre le vendeur et l'acheteur, de dire, ne me livre pas les marchandises trop tôt ou trop tard, en fait, en fonction du départ navire. Donc ça, il faut avoir en tête, puisque tous ces frais qui peuvent être occasionnés ici seront à la charge du vendeur. C'est ce qu'il faut avoir en tête avec cet incoterm FAS. Les obligations, mettre à disposition de l'acheteur au port de destination, donc pour le vendeur qui va supporter les frais de transport jusqu'au port de destination convenu,
également tout ce qui est frais de stationnement, ça il faut l'avoir en tête, effectuer les formalités douanières à l'export. Et l'acheteur, lui, va s'occuper du transport principal et effectuer toutes ces formalités de post-acheminement et de douane à l'arrivée chez lui. Voilà pour l'Incoterm phase. Donc notez bien, c'est un Incoterm exclusivement maritime, dédié, adapté principalement pour le transport de marchandises en vrac de grande quantité. Ensuite, nous avons l'Incoterm FOB. Alors, FOB, lui, c'est Incoterm. Le vendeur va avoir la responsabilité de la douane export. Il va également avoir la responsabilité du pré-transport et également la responsabilité du chargement de la marchandise sur le navire. D'accord? Encore une fois, le FOB, notez bien, c'est un Incoterm que vous pouvez utiliser uniquement pour du transport maritime. Vous ne pourrez pas normalement utiliser cet Incoterm pour un flux de transport aérien. Donc, la différence avec l'Incoterm précédent, c'est que le FOB, le vendeur, a la responsabilité de la marchandise jusqu'à l'embarquement sur le navire, la mise à bord. Donc cet Incoterm, contrairement à notre Incoterm phase qu'on a vu précédemment, qui était lui dédié plutôt à des marchandises en vrac, le FOB, lui, va être plus dédié au transport également en vrac aussi, le FOB, mais également on va le retrouver. Alors, le FOB, pardon, excusez-moi, le FOB aussi est plus dédié au transport de marchandises en vrac. Et si vous voulez faire de la marchandise conteneurisée, il faudra privilégier l'Incoterm FCA. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, par rapport à l'Incoterm précédent? Bien évidemment, tous les risques du vendeur jusqu'au chargement mis à bord navire. Donc ça, c'est quand même important, hein, et puisque le vendeur va assumer tous les coûts et les risques jusqu'au chargement mis à bord navire. Voilà par rapport au FOB. Ce qui est important aussi de dire par rapport au FOB, parce que souvent on entend le terme mise à FOB. Alors, c'est une terminologie qui est souvent utilisée par les transitaires, les commissionnaires de transport. On va souvent entendre un transitaire parler de mise à FOB. Alors, ça n'a pas vraiment en rapport, ça n'est pas vraiment en lien avec l'Incoterm que je suis en train de vous présenter. La mise à FOB dans le langage du transitaire, bien ça veut dire que l'ensemble des opérations, chargement sur le moyen de transport, d'approche, formalités en douane et de sûreté, préacheminement, jusqu'au port d'expédition, mise à bord en horaire, tout ça, ça a été pris en compte en fait. C'est ça que ça veut dire dans la bouche d'un transitaire, la mise à FOB. Mais ce n'est pas forcément l'Incoterm FOB qu'on va utiliser. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Des fois, ça peut être perturbant quand on démarre avec la pratique des Incoterms et puis le langage des transitaires. Quand un transitaire vous dit mise à FOB, ça ne veut pas dire que c'est forcément l'Incoterm FOB qui est utilisé. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Voilà pour l'Incoterm FOB. Ensuite, l'Incoterm FOB, hein, voilà les obligations, comme d'habitude, mettre la marchandise à disposition de l'acheteur à bord du navire. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Évidemment, le vendeur aura assumé les formalités export. Et puis, l'acheteur prend livraison de la marchandise et également, lui, va conclure le contrat de transport principal. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, nous avons l'Incoterm FCR. Donc l'Incoterm FCR, là, on commence à rentrer dans notre famille des C, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure.
la famille des C, la petite particularité de la famille des C, c'est que il va y avoir une dissociation entre les risques et les coûts. Donc, l'incoterme FCR, donc lui aussi, notez bien, c'est un incoterme que vous ne pourrez utiliser que pour le transport maritime. Vous ne retrouverez pas l'incoterme FCR sur un mode de transport en aérien. L'incoterme FCR, la responsabilité du vendeur va s'occuper de sa douane export, va s'occuper également du préacheminement, du passage portuaire, et également en CFR, c'est le vendeur qui va s'occuper de prendre à sa charge le transport principal et de livrer la marchandise jusqu'au port de destination convenu avec son acheteur. La particularité de la famille des C, et notamment de l'incoterme CFR, c'est que les coûts du vendeur vont être assurés jusqu'au port de destination convenu avec l'acheteur, alors que les risques vont être assurés par le vendeur uniquement à la mise à bord sur le navire des marchandises. Le transfert de risque va passer du côté de l'acheteur une fois que les marchandises ont été chargées, mises à bord sur le navire, les risques basculent du côté de l'acheteur. C'est ça qu'il faut retenir sur la famille des C, c'est une particularité de la famille des incoterms en C. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Que dire de plus? C'est assez clair hein, sur cet incoterm CFR. Pour résumer et garder ça en tête, incoterm principalement maritime, mettre la marchandise à disposition à bord du navire. Ça, ce sont les risques assumés par le vendeur jusque mise à bord du navire. Ensuite, les risques basculent du côté de l'acheteur. Le vendeur va assurer tous les coûts de transport jusqu'au port de destination convenu. C'est pour ça que c'est très important, on en reparlera tout à l'heure, mais de bien préciser à chaque fois les lieux convenus, les destinations des marchandises avec les incoterms. Et puis, bien évidemment, l'acheteur s'occupera de toutes les formalités de post-acheminement et les formalités douanières à destination de la marchandise. Voilà pour l'incoterme CFR. Ensuite, nous avons l'incoterme CIF. Alors, qu'est-ce qui va le différencier de notre incoterme précédent, l'incoterme CFR? La seule différence dans cet incoterme, c'est que le vendeur, en plus de toutes les responsabilités qu'on a vues précédemment, doit s'occuper de prendre une assurance pour le compte de son acheteur. Ça, c'est la particularité de l'incoterme CIF. Lui aussi, notez que cet incoterme CIF est un incoterme utilisable uniquement sur le moyen de transport maritime. Donc, c'est un équivalent du CFR, sauf que dans cet incoterme, en plus, le vendeur doit prendre l'assurance pour le compte de son acheteur. Alors, quand on dit que le vendeur prend l'assurance pour le compte de son acheteur, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'il informe son acheteur. S'il n'informe pas son acheteur comme quoi il a bien pris l'assurance, l'acheteur est en droit de lui réclamer le certificat d'assurance. Également, quid, que se passe-t-il en cas de problème, en cas d'avarie? Eh bien, le vendeur qui a pris l'assurance pour le compte de son acheteur, c'est au vendeur également de se rapprocher de l'assureur ou éventuellement, si le vendeur est passé par un commissionnaire de transport, de se rapprocher du commissionnaire de transport qui, lui, se rapprochera de l'assureur en cas de problème ou d'avarie sur la marchandise, toujours pour le compte de l'acheteur. Donc, notez bien,
lorsque un vendeur prend l'assurance, c'est toujours pour le compte de l'acheteur, et en cas d'avarie, c'est le vendeur qui va s'occuper de se rapprocher de l'assureur pour le compte de l'acheteur. Voilà pour l'incoterme SIF. Donc, obligation, mettre la marchandise à disposition de l'acheteur à bord du navire, supporter tous les frais de transport jusqu'au port de destination convenu. Également, prendre l'assurance pour le compte de l'acheteur. Et puis l'acheteur, lui, effectivement, doit s'occuper du post-acheminement, des formalités douanières, jusque dans ses locaux. Encore une fois, hein, attention, je reviens juste un petit peu en arrière. Attention, les transferts, le transfert de risque, hein, on est dans la famille des C. Les risques vont basculer une fois que les marchandises vont être mises à bord. Les risques vont basculer du côté de l'acheteur. Ensuite, nous avons l'incoterme CPT. Donc lui, l'incoterme CPT, c'est un incoterme multimodal en fait, hein. On va pouvoir l'utiliser sur l'ensemble des moyens de transport, qui lui va déterminer ses ports payés jusqu'à lieu de livraison convenu. Donc, le vendeur va s'occuper de prendre à sa charge le transport principal, les formalités douanières, il va assumer les coûts jusqu'au lieu de livraison convenu et encore une fois, attention, les risques, une fois que les marchandises sont à bord du moyen de transport, les risques basculent du côté de l'acheteur. Donc ça, c'est un incoterme CPT. On va très souvent, c'est un incoterme qui est régulièrement utilisé, c'est un incoterme. On va le retrouver beaucoup sur le mode de transport en aérien, hein, puisqu'on a vu il avait son équivalent pour le mode de transport maritime. Donc le CPT, principalement, on va le retrouver sur le mode de transport aérien. Donc le vendeur assume tous les frais, hein, jusqu'au lieu convenu, et l'acheteur, lui, également, va s'occuper. C'est important de le signaler parce que lieu de livraison convenu, ça ne veut pas forcément dire, aéroport à destination. Et c'est ça qui est très important dans les incoterms. Je ne sais pas si, enfin, vous avez tous vu un incoterm normalement, un incoterm, c'est 3 lettres. Et également, on doit indiquer le lieu de livraison convenu à la suite de l'incoterm. Et bien souvent, cette précision, ce lieu n'est pas assez précis. Et ça peut être problématique en cas de problème. Moi, CPT, un CPT, je sais pas, CPT New York, bah, CPT New York, c'est pas assez clair en fait, c'est pas assez précis. Il faut vraiment préciser si c'est aéroport à New York ou si c'est éventuellement, ça peut être le lieu convenu directement chez l'acheteur, hein. Vous voyez ici, si c'est CPT acheteur, bah, vous pouvez aller jusque chez l'acheteur, hein. Bon, dans la pratique, le CPT, on va s'arrêter à un aéroport et l'acheteur va s'occuper du post-acheminement. Mais c'est très important de bien préciser ça lorsque vous négociez, quel que soit l'incoterme d'ailleurs, de bien préciser le lieu à la suite des 3 lettres de l'incoterme. Ça, et à chaque fois qu'il y a des litiges et qu'on doit regarder les incoterms, bah, on s'aperçoit toujours que le lieu derrière les 3 lettres de l'incoterm ne sont pas assez précis. Voilà pour l'incoterm CPT. Donc l'incoterm CPT, voilà, comme je vous l'ai dit, on va le retrouver principalement sur les flux en mode de transport à l'aérien. Donc, c'est le vendeur qui va s'occuper de tout et également de prendre à sa charge le coût de transport principal. Et puis, notez bien les risques qui basculent au moment du chargement des marchandises. Voilà pour l'incoterm CPT. Et puis,
L'incoterme qui suit, logiquement, le CPT, c'est l'incoterme CIP. Donc, la seule différence, lui aussi, hein, c'est un incoterme transport multimodal. La différence avec l'incoterme précédent, l'incoterme CPT, c'est juste la notion d'assurance qui va être à la charge du vendeur pour le compte de son acheteur. Je ne vais pas répéter, mais c'est exactement le même principe, hein. Le vendeur doit prendre une assurance pour le compte de son acheteur. Également, en cas d'avarie, eh bien, le vendeur doit se rapprocher soit de l'assureur, soit du commissionnaire de transport pour le compte de son acheteur. Encore une fois, hein, je le précise, hein, parce que bien souvent dans la pratique, le vendeur n'envoie pas forcément systématiquement le certificat d'assurance à son acheteur. Donc l'acheteur est en droit de réclamer le certificat d'assurance à son vendeur. Je préfère le répéter parce que c'est vrai que dans la pratique, le vendeur n'envoie pas forcément le certificat d'assurance à l'acheteur. Que dire de plus sur cet incoterm? Voilà, il a une grande similitude avec l'incoterm précédent CPT. Lui aussi, le CIP, on va le retrouver souvent sur le mode de transport aérien lorsque l'on fait du transport à l'international. Un incoterm qu'on utilisait fréquemment. Donc, comme d'habitude, pour résumer, les obligations du vendeur, mettre la marchandise à disposition du transporteur qu'il a choisi contractuellement, supporter les frais de transport jusqu'au lieu de destination convenu, également prendre l'assurance à sa charge. Donc, et puis, l'acheteur, lui, prend livraison de la marchandise et il s'occupe des formalités douanières à destination dans son pays. On vient de passer en revue la famille des C. On va maintenant aborder la famille des D. Alors, la famille des D, attention, plus on avance hein, dans la présentation de ces incoterms, plus vous voyez que les responsabilités du vendeur sont importantes et toujours un petit peu moins pour l'acheteur. L'incoterme DAP, c'est un incoterme transport multimodal. Donc lui, il a la particularité que le vendeur va s'occuper du transport principal jusqu'au lieu de destination convenu. Donc il va aller assez loin hein, dans sa responsabilité hein, et dans les coûts assumés par le vendeur. Ça va aller assez loin parce que ça va aller jusque dans le pays de destination. Et hors douane dans le pays de destination. Ça, c'est très important. Vous voyez qu'ici, la douane à destination est assurée par l'acheteur. Ça, c'est important de le noter. Donc, cet incoterm va faire supporter à l'acheteur la douane dans le pays de destination et éventuellement le post-acheminement en fonction du lieu de destination qui a été convenu au préalable. Généralement, le DAP, dans la vraie vie, c'est que ce qui a été négocié, c'est que c'est une livraison directement chez l'acheteur, hein. Le DAP, généralement, le vendeur va livrer jusque chez l'acheteur sans assumer la responsabilité de la douane import à destination. Ça peut être problématique. Ça peut être problématique parce que le fait de ne pas assumer la douane à destination, ça veut dire que c'est l'acheteur qui s'en occupe, ça peut casser le DAP. Quand je dis ça peut casser le DAP, ça veut dire en fonction si la destination convenue était jusque chez l'acheteur. Parce que en DAP, imaginez, vous arrivez à un aéroport dans un pays tiers et le vendeur n'assume pas la douane export. Donc c'est l'acheteur qui va forcément faire appel à son représentant en douane dans son pays pour qu'il assume la douane. Et ça peut, souvent dans la pratique, on voit que ça va casser
le DAP, puisque le temps que le représentant en douane de l'acheteur fasse ses formalités douanières, eh bien, on n'ira pas jusqu'au bout de la livraison. Donc, bien souvent, le DAP, qui était lieu convenu chez l'acheteur, il va se transformer dans un aéroport convenu, et c'est l'acheteur qui va assumer le post-acheminement jusque dans ses locaux. Donc ça aussi, il faut faire attention au DAP. Il y a toujours cette formalité et ce passage en douane qui peut être contraignant lorsque l'on fait des flux à l'international, et notamment le transport principal en DAP assuré par le vendeur. Vous arrivez, admettons, dans un aéroport JFK, et l'acheteur perd du temps à mandater son représentant en douane pour faire les formalités à destination. Qu'est-ce qui va se passer ici? Tout le temps où la marchandise va être stockée, stationnée dans un entrepôt, eh bien les frais vont être à la charge du vendeur, hein. Donc ça, c'est important de le noter, parce que tout le temps perdu par l'acheteur, eh bien, les frais seront répercutés sur le vendeur. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête également. Ça peut être contraignant. Voilà pour l'Incoterm DAP. Donc les risques et les coûts, la bascule des risques va s'opérer au lieu de destination convenue. Et puis effectivement, les coûts sont assumés par le vendeur jusqu'à la destination convenue. Voilà pour notre Incoterm DAP. Donc c'est un Incoterm quand même qu'on va retrouver assez souvent dans la pratique. Ça aussi, c'est un Incoterm souvent dans les négociations entre acheteurs et vendeurs. Le DAP est assez utilisé. Donc, voilà, je reviens vite fait sur ce que j'ai dit juste avant. Les obligations, mettre à disposition de l'acheteur au lieu de destination convenue, la marchandise sur le moyen de transport, d'approche, prêt pour le déchargement. Ça aussi, c'est important en DAP. En DAP, je ne l'ai pas dit juste avant, mais en DAP, le vendeur n'a pas la responsabilité de décharger la marchandise au lieu convenu, hein. C'est l'acheteur qui prend à sa charge le déchargement de la marchandise. Donc ça aussi, il faut bien l'avoir en tête. Cet Incoterm DAP, si vous devez l'utiliser, il est à privilégier par rapport au dernier Incoterm qu'on verra tout à l'heure, le fameux DDP. Donc, si vous devez privilégier un Incoterm où vous, en tant que vendeur, vous assumez la totalité des prestations, je vous invite à privilégier l'Incoterm DAP. Ensuite, nous avons l'Incoterm DPU. L'Incoterm DPU, la petite variante par rapport à un Incoterm DAP, eh bien, les charges, les responsabilités du vendeur vont encore plus loin, puisque par rapport au DAP, parce que là, pour le coup, le vendeur va s'occuper du transport principal, mais en plus, il va s'occuper du déchargement dans un lieu prévu avec l'acheteur. Donc, l'acheteur a pu lui dire, tu viens me livrer ma marchandise dans un entrepôt qui n'est pas forcément un entrepôt de l'acheteur, hein, ça peut être un entrepôt de stockage. Et donc, là, pour le coup, le vendeur devra s'occuper également du déchargement de la marchandise. Donc notez que cette particularité du déchargement à la charge du vendeur dans un pays à l'étranger, dans un entrepôt à l'étranger, ça peut être contraignant. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant que vendeur à destination, vous aurez la responsabilité de trouver, par exemple, les engins de manutention, si vous avez besoin d'une grue pour décharger la marchandise, vous voyez, eh bien tout ça, ce sont des responsabilités qui incombent aux vendeurs. Et je peux vous dire que quand vous devez, dans un pays tiers, trouver une entreprise pour assurer les moyens de manutention,
pour décharger la marchandise, veiller aux dispositions légales, droit du travail dans un pays tiers, ça peut être contraignant. Donc, autant vous le dire tout de suite, le DPU est un incoterm très rarement utilisé. On va voir l'incoterm qu'on a vu juste avant, le DAP, le DPU, pardon, on ne l'utilise pas souvent en fait, parce qu'il y a cette responsabilité de déchargement pour le vendeur et ça peut être compliqué. Ça peut être très contraignant pour vous. Voilà pour l'incoterm DPU. Donc, notez, attention, obligation du vendeur, décharger la marchandise du moyen de transport au lieu de destination prévu. Ça peut être très, très contraignant. Supporter, bien évidemment, les frais de transport et de manutention jusqu'au lieu de convenu. Normalement, les formalités douanières ne sont pas à la charge du vendeur en DPU. Les formalités douanières restent à la charge de l'acheteur, mais ça peut être négocié aussi, douane faite par le vendeur, mais ça, c'est très contraignant parce que les douanes faites à destination, eh bien, ça, c'est l'incoterm DDP qui va couvrir toutes ces formalités. Et là, vous voyez que l'incoterm DDP, là, pour le coup, l'acheteur n'a pas grand-chose à faire, sauf à décharger lui-même sa marchandise dans ses locaux. Sinon, pour le reste, tout est à la charge du vendeur. Et là, ça va devenir très contraignant, puisque là, vous avez la douane à destination dans le pays tiers qui est à la charge du vendeur. Et là, il va falloir que le vendeur trouve un représentant en douane dans le pays de destination, mais pas que. Il va falloir qu'il soit représenté ou enregistré fiscalement dans le pays de destination. Et là, je peux vous dire que ça peut être très, très contraignant. Je vais vous donner un exemple assez simple qui est proche de chez nous, la Grande-Bretagne. Depuis le Brexit, la Grande-Bretagne est considéré comme un pays tiers à l'Union européenne. Lorsque vous exportez de la marchandise en Grande-Bretagne, c'est très compliqué parce que là, je peux vous dire qu'au moment du Brexit, bien évidemment, avant, la Grande-Bretagne était au sein de l'Union européenne. Donc, les deux incoterms dont je vous ai dit, qui étaient à proscrire dans les flux internationaux, à savoir l'export et le DDP, sur les flux entre l'UE et la Grande-Bretagne, avant le Brexit, c'était les deux incoterms les plus utilisés. Au moment du Brexit, badaboum, la Grande-Bretagne redevient un pays tiers, et là, on s'aperçoit que on a énormément d'incoterms ex-work et DDP, et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez soit avoir un établissement physique en Grande-Bretagne, être représenté fiscalement. Alors, ça veut dire quoi être représenté fiscalement? Il vous faut trouver un représentant fiscal pour que vous puissiez assurer vos formalités douanières, puisque en Grande-Bretagne, mais comme au sein de l'Union européenne, nous, par exemple, en France, quand on reçoit un flux à l'importation avec un incoterm DDP, on ne peut pas porter un importateur pays tiers sur une déclaration à l'importation au sein de l'Union européenne. C'est interdit. Donc forcément, cet importateur qui est un importateur tiers devra se faire représenter fiscalement au sein de l'Union européenne. Et ça marche exactement de la même manière côté Grande-Bretagne. Donc ça, c'est pour ça que l'incoterm DDP, bien souvent, est vraiment un incoterm à proscrire dans vos flux à l'international, parce que vous verrez que vous allez avoir de grosses contraintes douanières dans le pays de destination, comme vous n'avez pas forcément vous n'avez pas forcément d'établissement en propre dans les pays sur lesquels vous exportez, ça peut être vraiment contraignant, même si vous passez par un commissionnaire de transport qui a lui-même un agent dans le pays de destination. Même là, ça sécurise un petit peu plus, mais quand même, ça peut être contraignant. Donc franchement, pour le vivre quasiment au quotidien, qu'est-ce qui se passe en fait dans la pratique, dans la vraie vie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que cet incoterm DDP, eh bien, sans revoir les conditions entre vendeur et acheteur, eh bien, il va se transformer en DAP.
Typiquement, moi je vois ce qui se passe pour les flux à l'importation en France. Eh bien, ça avait été négocié Incoterm DDP, tous les frais à l'acheteur du vendeur, et puis quand la marchandise arrive en France, eh bien, ça veut dire que l'acheteur dit OK, fais-moi la formalité douanière et je vais la prendre à ma charge. Et là, on transforme l'Incoterm DDP en DAP, alors qu'il n'y a rien d'officiel, et que tous les documents de transport portent la mention DDP. Et là, on va transformer le DDP en DAP. Voilà pour l'Incoterm DDP à proscrire. Vous verrez, encore une fois, si vous voyez l'administration des douanes vous incitera à ne pas utiliser cet Incoterm DDP dans vos échanges et dans vos flux de transport à l'international. Voilà, le DDP, obligation fondamentale du vendeur, mais eh bien, on l'a vu juste avant, le vendeur va prendre tout à sa charge, et y compris les formalités douanières à destination dans le pays. Donc ça peut être vraiment contraignant. Ce que je voulais vous dire de plus par rapport aux Incoterms, ça m'a échappé quand je vous parlais de DDP. Quand je vous parlais de DP. Ah oui, vous voyez ici, c'est vrai qu'on parle des Incoterms 2020. Je ne l'ai pas dit en préambule, mais sachez que, en fait, les Incoterms 2020 ne viennent pas remplacer et supprimer les Incoterms 2010. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Ça veut dire que pour des entreprises qui ont... Alors, les Incoterms, généralement, ils sont révisés à peu près tous les 8 à 10 ans. On révise à peu près les Incoterms. Ça veut dire quoi, réviser un Incoterm? Ça veut dire qu'on va préciser certaines choses qui n'étaient pas assez précises sur les Incoterms, voire même supprimer des Incoterms qui ne sont pas forcément adaptés ou utilisés. Donc, gardez en tête quand même que si vous avez négocié des contrats au préalable avec des Incoterms 2010, sachez que en fait, un Incoterm 2010 est toujours adapté en fait. C'est pas parce que vous avez négocié avec un Incoterm 2010 qu'il faut tout revoir. Sauf que les Incoterms 2010 vont être plus précis dans les responsabilités vis-à-vis de l'acheteur et du vendeur. Voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête, parce que souvent, des fois, j'entends ouais, les Incoterms 2020 suppriment les Incoterms 2010. Non, pas du tout en fait. Vous pouvez toujours utiliser les Incoterms 2010. Voilà pour le panorama de l'ensemble des Incoterms. Vous l'aurez compris, plus on va vers la famille DD et plus les responsabilités sont à la charge du vendeur, et plus on est sur la famille dans la famille des E, c'est effectivement les responsabilités sont à la charge de l'acheteur. Les Incoterms dans la chaîne logistique. C'est important d'avoir en tête que les Incoterms vont seulement préciser comment et où la livraison doit avoir lieu, et en particulier qui doit charger et qui doit décharger. Ça, c'est ce que vont définir les Incoterms. C'est important également, les Incoterms, on l'a vu, qui doit décharger, charger, décharger, qui va avoir à sa charge le transport, mais également, attention, qui va avoir aussi à sa charge les formalités douanières. Donc ça, c'est important de bien le préciser. Qui va aussi avoir à sa charge l'assurance. Okay, donc ça, c'est important. En termes d'assurance, il est important de noter que le terme garantie maximale, typiquement, un juriste en assurance vous dira toujours que le terme garantie maximale ne veut absolument rien dire, en fait. Et que c'est toujours problématique en cas d'avarie, en cas de problème sur la marchandise, de dire j'avais une garantie maximale. Oui, mais ta garantie maximale, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'elle couvrait. Donc, c'est un terme à proscrire, une garantie maximale, quand vous prenez une assurance, surtout quand vous faites du transport à l'international.
Et puis, bien évidemment, lorsque vous négociez un Incoterm, bien préciser toutes les restrictions utiles pour le transport utilisé. Si vous avez une marchandise sensible, ou si vous avez une marchandise aussi, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on a vu que eh bien, le vendeur, généralement, quel que soit l'Incoterm, va avoir à sa charge l'emballage de la marchandise. Donc ça aussi, c'est important en fonction du moyen de transport, en fonction du type de marchandise. Il faut que l'emballage soit adapté au type de marchandise transportée. Donc voilà, faut avoir tout ça en tête. Notez aussi que les Incoterms, c'est vraiment pour préciser les responsabilités de l'acheteur et du vendeur. Vous pouvez utiliser un Incoterm et puis peut-être préciser autre chose en plus de l'Incoterm. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, avec l'Incoterm DAP. Eh bien, vous pouvez, non, on l'a vu tout à l'heure avec l'Incoterm DDP. Ben, on pourrait très bien, vous pourriez très bien dire, OK, on va utiliser l'Incoterm DDP, mais moi, lorsque la marchandise va quand même arriver en France, eh bien, je vais prendre à ma charge la formalité de douane à l'import. Vous voyez, mais il faut vraiment que tout soit bien précisé lorsque vous utilisez un Incoterm. Vous pouvez être un petit peu en marge des définitions des Incoterms, mais il faut que ça soit bien précisé entre l'acheteur et le vendeur. C'est ça qui est le plus important avec les Incoterms. Pareil, les Incoterms, souvent on me pose la question où doit apparaître l'Incoterm et sur quel document. Alors, bien évidemment, l'Incoterm, on va le retrouver principalement sur les factures commerciales de vente. On va avoir l'Incoterm qui va être précisé. Ça aussi, c'est pareil, bien préciser l'Incoterm que vous utilisez sur vos factures commerciales. Si vous mettez CPT, Incoterm 2020. Vous voyez, pour bien dire que vous êtes sur les Incoterms 2020 et que vous n'êtes pas sur le CPT des Incoterms 2010, qui peut avoir une petite variante en termes de responsabilité, enfin de précision des responsabilités. Donc ça, c'est important de le préciser, de bien mentionner que vous utilisez les Incoterms 2020 dans votre négociation. Alors, oui, principalement, on retrouve l'Incoterm sur la facture commerciale, mais ce n'est pas forcément une obligation. Ce qui est obligatoire, c'est de mentionner l'Incoterm sur un document commercial. Donc, ce n'est pas, oui, à 99% c'est la facture, mais si vous voulez le mettre sur le document de transport, sur packing list, colisage, enfin, c'est faisable aussi. C'est important aussi, quand on fait du transport à l'international, que l'Incoterm apparaisse sur un document commercial, parce que cet Incoterm va être mentionné dans la déclaration en douane. Et l'Incoterm, dans une déclaration en douane, va avoir une incidence sur le calcul de la liquidation douanière sur la déclaration à l'importation, soit au sein de l'UE, soit dans un pays tiers. L'Incoterm va avoir une incidence sur le calcul puisque en fonction de l'Incoterm indiqué dans la déclaration en douane, eh bien, on va retrancher ou ajouter les coûts de transport, le coût de transport principal à la liquidation douanière. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Par exemple, si je prends un Incoterm CPT, port payé jusqu'à, eh bien, pour de la marchandise qui arrive en France à l'importation avec un Incoterm CPT, lorsque le déclarant en douane va indiquer cet Incoterm CPT dans sa déclaration, il va déduire le coût du transport principal, puisqu'il n'est pas à la charge de l'acheteur, de la liquidation douanière. Donc c'est important aussi de l'avoir en tête. Puisque également, en cas de contrôle de la part de l'administration des douanes, entre l'Incoterm qui a été indiqué
dans la déclaration et sur le document commercial, la douane peut contrôler l'incoterm utilisé. C'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous prenais l'exemple de l'incoterm DDP qui va se transformer tout d'un coup en DAP, eh bien, la douane pourrait dire, mais comment se fait-il que vous utilisez DAP sur la déclaration alors que c'est marqué DDP sur la facture commerciale? Vous voyez, donc c'est important aussi de faire des écrits comme quoi, à un moment donné, on va changer un peu la portée de l'incoterm. Voilà pour les règles d'or. Et donc, gardez ça en tête, l'incoterm a une incidence sur la déclaration en douane et notamment la liquidation douanière, soit au sein de l'UE, mais également dans le pays à destination. Les exclusions, les incoterms, eh bien, les incoterms ne définissent pas le transfert de propriété. Les incoterms vont juste définir les coûts et les risques de l'acheteur et du vendeur. Le transfert de propriété, lui, est défini dans un autre contrat de vente. À quel moment on va transférer la propriété de la marchandise. Ce ne sont pas les incoterms qui déterminent le transfert de propriété. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Les incoterms également ne définissent pas les ruptures de contrat et leurs conséquences, les exonérations de responsabilité suite à des circonstances particulières. Donc, ça aussi, il faut l'avoir en tête. Les incoterms ne définissent pas non plus les délais de livraison et le type de transport, même si on a vu que tout à l'heure, on avait 4 incoterms qui étaient dédiés au transport maritime. C'est pas l'incoterm qui va définir le transport, le mode de transport utilisé. Et puis, les incoterms également ne vont pas définir d'autres conditions qui peuvent être couvertes par d'autres contrats, notamment un contrat de transport, un contrat d'assurance au financement, même si effectivement, on a vu qu'on avait des incoterms où le vendeur avait une obligation de prendre une assurance, mais c'est tout. En fait, ça ne va pas forcément définir les conditions globales d'un contrat d'assurance sur un type de marchandise. Ça va être uniquement de l'assurance transport. Voilà pour les exclusions. Ça aussi, c'est important de bien l'avoir en tête. Voilà, moi, ce que je pouvais vous dire par rapport aux incoterms 2020. Alors, c'est l'avantage de parler tout seul sans, sans voir les intervenants, c'est que ça me permet d'avancer assez vite dans ma présentation. Mais c'est super parce qu'on va se garder un petit peu plus de temps pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. J'espère que vous avez posé pas mal de questions. Je vais essayer d'y répondre avec Sandrine. Sandrine, si tu veux reprendre un petit peu la main pour les questions-réponses. Ok, alors il y en a très peu pour l'instant, mais elles vont peut-être venir. Alors la première, bonjour, si l'incoterm sur la waybill est différente de la facture, lequel fait foi? Très bonne question. Alors, sur les waybills, je pense que là, la personne parle d'une LTA. On va pas forcément avoir l'incoterm d'indiquer sur la waybill. On va avoir du port payé ou du port dû, mais c'est normalement celui qui est mentionné sur la facture commerciale qui prévaut puisque c'est la facture commerciale qui va être déclarée en douane au moment des formalités douanières. Ok. La seconde question, donc si aucun incoterm n'est mentionné sur la facture ni sur aucun autre document, lequel doit-on utiliser si aucune information dans l'accord commercial? Normalement, il faut, vous devriez avoir négocié un incoterm. S'il n'est pas négocié l'incoterm, on partira sur le FCA. Par défaut, on utilisera le FCA. D'accord. Mais encore une fois, c'est important. Je vous dis, je le répète, mais c'est important parce que les incoterms ont une incidence sur la liquidation douanière.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'incoterm de négocier, vous imaginez que on va utiliser l'incoterm FCA sur une déclaration à l'importation en France pour votre compte. Ça veut dire qu'on va rajouter, on va vous imputer dans notre liquidation douanière les coûts de transport. Alors que peut-être que c'était du CPT, que les coûts de transport étaient à la charge de votre vendeur, en fait. Vous voyez? C'est ça qui est important. Et pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le rajouter à la liquidation douanière, ça veut dire que vous allez payer plus de droits de douane, en fait, parce qu'on n'a pas réussi à déterminer l'incoterm à utiliser. Donc, on va utiliser celui sur lequel vous allez payer le plus, en fait, notamment en termes de douane. Alors, vous voyez, c'est dommage. C'est dommage d'aller acquitter plus de droits de douane alors que vous auriez pu. C'est important, hein, c'est vraiment important de définir l'incoterm. Quand on fait du transport à l'international, c'est important, mais même parce que les incoterms, là, on parle de flux à l'international, mais les incoterms, ils sont aussi également utilisés sur les flux nationaux, hein. Donc c'est important. C'est important. Ouais, un petit conseil que je rajouterais peut-être, ce serait de demander un draft des documents en amont pour bien vérifier que l'incoterm et les autres mentions, tout est correct à l'avance en fait. Oui, alors je suis d'accord avec toi, Sandrine. Évidemment, faut toujours anticiper. Faut toujours anticiper le plus en amont possible. Mais là, pour le coup, l'incoterm, il doit être défini avant Oui, même le oui. mouvement de marchandises, quoi, hein. Et avant même le mouvement de marchandises, l'incoterm doit être défini, quoi. C'est primordial, quoi. Parce que c'est vrai que quand tout va bien, quand tout va bien, tout va bien, quoi. Par contre, à partir du moment où il commence à y avoir un petit problème, trouver les responsabilités, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne, c'est de la tienne. Voilà. Et puis peut-être que moi je le vois bien, hein, souvent c'est un peu ma partie quand même, cette partie, ce sujet douane. Les importateurs, effectivement, il y en a certains qui ne savent pas comment on calcule une liquidation douanière, et c'est normal, ce n'est pas leur métier, mais quand vous voyez il y a des incoterms qui vont vous faire augmenter vos droits vos montants de droits de douane parce qu'on a inclus à votre charge le coût de transport principal, là, ça vous donne envie quand même d'aller préciser l'incoterm avec votre vendeur quand même, hein. Ok, merci Frédéric. On a deux questions concernant le FOB. Donc, si l'incoterm FOB est dédié surtout au vrac, quel est l'incoterm adapté au transport de conteneurs ou en groupage? Et question complémentaire, pourquoi le FOB est plutôt pour le vrac? Alors, pour le conteneur, pour les marchandises transportées conteneurisées, on va privilégier effectivement le FCA. On a le FOB. Le FOB, on a vu le FAS qui lui était vraiment destiné au transport de marchandises en vrac. Et le FOB, effectivement, et plus le FOB va être également maritime destiné pour les marchandises conteneurisées, sauf pour tout ce qui est transport de vrac de liquide, solide et gazeux. Voilà. Là, on va utiliser le FOB, mais sinon le FOB, effectivement, on peut aussi également l'utiliser pour les marchandises conteneurisées. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Peut-être pas. Je pense, mais n'hésitez pas si vous pensez qu'on n'a pas bien répondu à votre question à me remettre un petit message. Alors, la question suivante, les incoterms ne définissent pas le transfert de propriété. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît? Oui.
Oui. À quel moment, en fait, ça, c'est défini par un autre contrat de vente. C'est défini par votre contrat de vente entre acheteur et vendeur. À quel moment la propriété de la marchandise devient propriété de l'acheteur, indépendamment de l'incoterm que vous avez utilisé, puisque l'incoterm va juste déterminer les coûts et les risques en termes de transport de marchandises. Mais en aucun cas, vous pouvez très bien déterminer que le transfert de propriété de la marchandise soit dès le départ des marchandises de votre site, indépendamment de l'incoterm que vous avez utilisé. Vous voyez la différence? C'est, par exemple, si je prends ici l'incoterm CPT, là, vous allez, en tant que vendeur, vous occuper du transport principal jusqu'au lieu de destination. Mais vous avez très bien pu dire dans votre contrat de vente avec votre acheteur, de dire moi, le transfert de la marchandise, de propriété de marchandise, il intervient dès que les marchandises vont quitter mes entrepôts, en fait. Tu seras propriétaire de la marchandise puisque tu auras déjà payé et acquitté le montant de la marchandise. Donc, tu deviens propriétaire de la marchandise à ce moment-là, indépendamment du fait que je suis responsable de payer le transport jusqu'au lieu de destination convenu. Vous voyez la petite subtilité, ça n'a rien à voir en fait. Le transfert de propriété n'a rien à voir avec les incoterms. Ça se définit dans un autre contrat. À quel moment tu deviens propriétaire de la marchandise? On pourrait très bien aussi imaginer que c'est ce qui se passe bien souvent d'ailleurs ça arrive sur une vente à l'export. Eh bien, la société, l'acheteur aura peut-être réglé 90% de la valeur totale de la marchandise, et puis il va régler les 10% restants une fois que la marchandise sera bien arrivée chez lui. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut définir qu'il devient propriétaire de la marchandise une fois qu'il aura acquitté le montant total de la facture. Tant qu'il n'a pas payé le montant total de la facture, c'est logique qu'il ne soit pas encore propriétaire de la marchandise. Il n'a pas tout réglé. Vous voyez? Mais ça n'a rien à voir avec les incoterms. Merci Frédéric. Bonjour et merci pour la qualité de votre intervention. Question sur les incoterms SIF ou SIP. Question 1. L'assurance contractée et gérée par le vendeur peut-elle être émise directement au bénéfice de l'acheteur? Je te donne la deuxième en même temps. L'assurance contractée par le vendeur peut-elle être gérée par l'acheteur une fois le contrat émis? Alors, la personne précise l'objectif de ces questions, qui est d'assurer le versement des indemnités d'assurance en cas d'avarie en faveur de l'acheteur, a fortiori si ce dernier a déjà payé la marchandise ou mis en place une garantie de paiement associée. Alors, normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le vendeur qui doit prendre à sa charge l'assurance pour le compte de l'acheteur. C'est également lui, en cas d'avarie, qui doit se rapprocher de l'assureur, soit directement, soit via le commissionnaire de transport, pour le compte de son acheteur. Mais là, dans l'exemple que tu me donnes, Sandrine, tu es en train de me dire que l'acheteur a également lui aussi pris une assurance, c'est ça? Oui, c'est ce que je comprends. Donc, Alors, objectif, assurer le versement des indemnités d'assurance en cas d'avarie en faveur de l'acheteur, a fortiori si ce dernier a déjà payé la marchandise ou mis en place une garantie de paiement associée. Alors, une garantie de paiement. Ah oui, pardon. alors la personne complète, non, l'acheteur ne prend pas d'assurance. Oui, je viens de le comprendre. Oui, c'est une garantie de paiement. J'avais pensé que il avait pris une assurance. Dans la vraie vie, c'est effectivement toujours le vendeur qui va s'en occuper. C'est très peu l'acheteur qui va prendre la main. Ouais. Même si le vendeur a fait les formalités pour le compte de l'acheteur,
c'est effectivement le vendeur qui va récupérer et qui va redonner au vendeur. À l'acheteur, pardon. D'accord, à À l'acheteur, ouais, l'acheteur. d'accord, d'accord. Je me ferai, là, c'est de la technicité juridique assurance. Je veux bien que tu me mettes cette question de côté, Sandrine. Oui, d'accord. Je verrai avec mon service assurance pour OK. repréciser ma réponse par rapport à Ouais, ça. d'accord. Ouais, ça OK? marche. Je note, ouais. Importation en DDP, mais le transport est facturé et les droits de douane me sont réclamés par mon RDE. Alors, bah là, ça veut dire très clairement, alors, deux possibilités. Deux possibilités. Soit, comme je l'ai dit, l'incoterm DDP a été transformé en DAP pour pas se Hein, casser la tête hein, et on vous a mis l'acheteur, en tant qu'acheteur, on vous a mis en tant qu'importateur sur la déclaration en douane. Donc là, c'est pour ça que votre RDE vous réclame les droits de douane. Sinon, normalement, en DDP, ce n'est pas à vous d'acquitter les droits et taxes. Et quand je dis les taxes, c'est la TVA. Petite variante sur le DDP, j'en ai pas parlé tout à l'heure, ça peut être du DDP hors TVA. Ça veut dire que les droits de douane sont à la charge du vendeur en pays tiers et la TVA à la charge de l'acheteur, l'importateur. D'accord? Donc normalement, non. Un vrai DDP où tout est à la charge du vendeur. Et c'est le vendeur qui doit acquitter les droits et taxes. Et toute la difficulté, elle est là en fait. C'est que les représentants en douane sont très frileux à aller facturer des droits et taxes à un tiers en fait, qu'ils ne connaissent absolument pas. Vous voyez? Elle est là la difficulté. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils ont peut-être fait un DDP et ça m'étonnerait qu'ils aient mis un tiers en tant qu'importateur sur la déclaration. Mais bon, s'ils l'ont fait, c'est à leurs risques et périls. Et donc je peux comprendre, pour assurer le coup, qu'ils vont aller facturer les droits et taxes au destinataire de la marchandise, c'est-à-dire l'acheteur. Mais normalement, c'est pas la règle, hein. Et alors, qu'est-ce qu'elle a comme recours, l'entreprise, dans ce cas-là? Comme recours, elle va se retourner sur son RDE, vers son RDE, en lui demandant de, de regarder l'instruction de dédouanement qu'elle lui avait donnée et est-ce qu'elle lui avait donné l'ordre ou pas de mettre l'acheteur en tant qu'importateur sur la déclaration import. Si ce n'est pas le cas, elle peut effectivement refuser de payer les droits et taxes, même si ça risque d'être compliqué, puisqu'à partir du moment où une entreprise est mentionnée en tant qu'importateur sur une déclaration à l'importation, elle reste redevable, quoi qu'il arrive, des droits de douane. Mmh. Et après, elle peut voir ça avec son vendeur ou enfin, c'est du Alors commercial, oui, quoi? non mais bien sûr, non mais bien Mmh, sûr. Alors mmh, effectivement, si son RDE lui refacture les droits et taxes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se retourner vers son vendeur en lui disant, dis donc, on avait négocié du DDP, moi je vais te refacturer les droits et taxes parce que mmh, c'est moi qui t'ai payé. ouais. Donc, mais vous voyez, ça y est, déjà on rentre on n'est plus dans la règle. Vous voyez, on n'est plus dans la règle et Mmh, là, ça commence à devenir compliqué. Ça, ça commence à devenir compliqué parce que bah, est-ce que finalement l'acheteur il va dire bah non, moi il avait qu'à me mettre en tant qu'importateur et me facturer. Moi, j'accepte pas que toi, en tant qu'acheteur, tu me refactures des droits et taxes. Vous voyez, ça commence à être compliqué. Alors mmh, normalement, attention, hein, je reprécise bien quand même quel que soit l'incoterme utilisé, un RDE, donc un RDE, je précise, hein, c'est un représentant en douane enregistré qui va généralement travailler chez un commissionnaire de transport. Ce RDE n'a pas le droit enfin n'a pas le droit, ne peut pas faire une déclaration quelle qu'elle soit à l'export et surtout à l'import sans avoir une instruction écrite de l'importateur. ah oui. Ah oui, non mais euh, c'est l'importateur ou l'acheteur qui décide
qui doit donner une instruction. Qu'est-ce que je fais comme... Normalement, c'est en gros sur l'instruction, qu'est-ce que tu fais comme régime douanier? D'accord? Est-ce qu'on va faire du définitif? Est-ce qu'on va faire du temporaire? Mais normalement, l'instruction doit venir toujours de l'importateur ou de l'exportateur. Qu'est-ce que je fais comme type de déclaration? Un RDE ne peut pas prendre la décision tout seul. Un RDE est là pour conseiller un importateur, pour conseiller un exportateur sur les contraintes liées aux nomenclatures douanières, essayer d'optimiser, de conseiller au mieux pour optimiser les droits et taxes, l'importateur. Vous voyez, c'est ça, mais le RDE doit toujours travailler sur instruction. Donc là, dans cet exemple, il faudrait regarder finement est-ce que l'acheteur a été porté en tant qu'importateur sur la déclaration? Savoir pourquoi il est facturé des droits et taxes. Ok, merci. Parce qu'il faut savoir que là, on parle des droits et taxes, mais quand je dis les droits et taxes, c'est la TVA. Donc, comment vous allez récupérer ou comment un acheteur tiers va aller récupérer la TVA dans un pays dans lequel il n'est pas enregistré à la TVA? Parce que pour pouvoir récupérer la TVA dans un pays, il faut être bien évidemment enregistré à la TVA dans le pays concerné. Parce qu'il faut savoir que toutes les sociétés, je ne sais pas s'il y a des services financiers ou des comptables qui participent à cette réunion, derrière, il y a des déclarations de TVA faites tous les mois. Alors aujourd'hui, la TVA est auto-liquidée, elle n'est plus décaissée, mais quand même, il y a toujours des déclarations de TVA faites par les services financiers. Donc, ils récupèrent la TVA. Donc, bon, à affiner sur ce sujet-là, voir qui avait été porté, un importateur, sur la déclaration. Ok. Un client nous demande de passer de l'incoterm DAP livré chez lui à l'incoterm FCA départ de nos quais en rajoutant une ligne transport sur notre facture et donc de le livrer chez lui en nous occupant de la livraison. Est-ce possible de faire cela? Tout à fait. Comme je l'ai dit, les FCA, les incoterms, plus vous les précisez, mieux c'est. Donc, vous pouvez négocier ça, si vous le souhaitez, entre acheteurs-vendeurs. C'est ça, c'est de la négociation commerciale. C'est de la négo. C'est purement de la négo. Mais si vous décidez d'acter ça, faisons-le comme ça. Si les deux parties l'ont accepté. Même si ce n'est pas forcément très logique, mais si vous l'avez négocié, oui. Ok. Enfin, si les deux parties l'ont convenu. C'est ça. Et une dernière question pour l'instant. Le paiement de la notification ECS est-il lié au choix de l'incoterm? Par exemple, si on est en FCA, qui doit payer au RDE la notification ECS? Le vendeur ou l'acheteur? Précision, nous n'utilisons pas un RDE pour émettre la déclaration. D'accord. Donc, je suppose que c'est l'exportateur qui s'occupe de faire sa déclaration. Bon, alors, là, c'est très clair. Par rapport à ça, j'ai énormément... j'ai très souvent la question qui m'est posée par mes propres clients, qui doit payer les frais de notification à la sortie de la déclaration export. C'est normalement de la responsabilité de celui qui a en charge la déclaration export, c'est-à-dire le vendeur. Toute la difficulté dans cette pratique, c'est que le vendeur en FCA a la responsabilité de la donne export, mais il n'a pas la responsabilité du transport. Donc, vers qui il va se retourner pour obtenir la prise en charge de sa déclaration export? Elle est là toute la difficulté, en fait. C'est que ne maîtrisant pas le transport principal en FCA, vers quelle compagnie aérienne ou maritime vous allez vous retourner pour la prise en charge de votre CS? Le CS, c'est l'Export Control System. En fait, c'est que lorsque vous faites une déclaration à l'exportation, lorsque la marchandise quitte le territoire de l'Union européenne,
BAE ECS sortie. Ça veut dire que la marchandise a bien été vue quitter le territoire de l'UE. Et généralement, cette notification-là, ce sont les compagnies aériennes ou maritimes qui ont cette information de quand la marchandise va quitter. Donc, j'entends. Donc, normalement, ces frais-là sont à la charge du vendeur, de celui qui a la responsabilité de la déclaration export. Mais je sais que dans la pratique, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, notamment j'ai un exemple de client qui vend en FCA comme ça, et son acheteur, en fait, il n'a pas de commissionnaire de transport qui va s'occuper de réserver pour son compte le transport principal. Parce que dans la vraie vie, un vendeur au départ de France qui vend FCA, il va faire sa douane export, et puis l'acheteur qui va passer par un commissionnaire de transport qui va s'occuper de réserver le transport principal, bien souvent le commissionnaire de transport, il a un service douane, donc il va faire la notification du BAE CS sortie. Mais ce client que j'ai en tête me dit, en fait, moi, mon acheteur, il passe pas par un commissionnaire de transport. Il va directement réserver son transport auprès des compagnies maritimes. Mais ce n'est pas les compagnies maritimes qui vont aller lui faire sa notification de sortie. Donc là, il me dit, il se retourne contre le vendeur en lui disant, c'est à toi de faire la notification. D'accord, je vais la faire, mais donne-moi toutes les informations. Vous voyez, là, je suis en train de vous donner un exemple de ce qui peut se passer dans la vraie vie, quoi. Mais normalement, c'est à la charge du vendeur, de celui qui a à la charge du vendeur, de celui qui a la responsabilité de la douane export. Pour aller au bout du bout. Merci Frédéric. Pour l'instant, il n'y a plus de questions. Alors, je ne sais pas si il y en a quelques autres qui vont arriver. N'hésitez pas si vous avez besoin de compléments. N'hésitez surtout pas, même après le webinaire, vous avez l'email de Christine, c'est ça. Si vous avez des questions comme ça qui vous viennent après le webinaire, avant qu'on vous envoie la présentation, on essaiera aussi de répondre à vos questions. Donc là, la présentation, vous allez la recevoir, mais voilà, c'est les incoterms. Ayez bien en tête que les incoterms, tout est une histoire de négociation entre l'acheteur et le vendeur, et surtout dans la négociation, bien préciser les choses. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, parce que le jour où ça va mal, c'est là où on s'aperçoit que nous n'avons pas été assez précis sur le qui fait quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important de l'avoir en tête. C'est toujours quand ça va mal où on se dit, on aurait dû préciser un petit peu plus, quoi. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Ouais. Il n'y a plus de nouvelles questions. Nous allons lancer le sondage, donc n'hésitez pas à y répondre et à laisser vos commentaires, quels qu'ils soient. Ça nous fait toujours avancer. Voilà, on nous remercie, Frédéric. Voilà, les personnes connectées sont a priori contentes de ton intervention. Voilà, je vois qu'il y a des petites mains qui, qui s'affichent pour nous applaudir, et enfin toi en particulier, merci. Donc merci pour la pertinence de tes propos. C'était un sujet super intéressant et important dans les opérations internationales. Donc c'est vrai que c'était vraiment important d'en parler. Que ce soit pour les nouveaux exportateurs ou ceux qui en font déjà, c'est vrai que ça fait jamais de mal de rappeler un peu les obligations et les conséquences, effectivement, quand on a mal bordé l'Incoterm. Voilà, je vérifie juste. J'insiste sur le fait aussi que suite à ce webinaire, vous pouvez effectivement revenir vers Sandrine, la CCI, pour si vous avez des questions complémentaires. Nous aussi, moi aussi, vous allez avoir mes coordonnées. Vous pouvez aussi revenir vers moi. C'est aussi notre boulot à tous les deux, Sandrine en tant que CCI et moi en tant que commissionnaire de transport.
Donc, c'est de vous conseiller au mieux sur les incoterms, quoi. Tout à fait. Alors, j'ai une petite question qui est arrivée. On nous encourage à faire du DCN, mais travaillant en FCA, on connaît le transitaire, donc on peut récupérer le XA. Quel intérêt du DCN? On connaît le transit. Ah oui, bon, le DCN, donc DCN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dédouanement centralisé national. D'accord. Euh, dans l'avantage du DCN, enfin d'intégrer un DCN, soit d'avoir son propre DCN ou d'intégrer le DCN d'un commissionnaire en douane, c'est de centraliser l'ensemble de vos déclarations export sur un seul et même prestataire. Donc bien souvent, les commerciaux qui parlent de DCN à leurs clients vont insister sur la carte que le fait de centraliser vos déclarations sur un même prestataire en douane, eh bien, ce même prestataire va pouvoir suivre pour votre compte si tous les BAE au statut ECS sortis sont bien revenus. Là, dans le cas expliqué, visiblement, vous n'avez pas trop de problèmes pour récupérer vos BAE ECS sortis, mais il n'y a pas que cette notion de justificatif fiscal. Il y a également l'intérêt d'intégrer et de centraliser vos déclarations sur un seul et même prestataire. C'est d'avoir, j'ai envie de vous dire, un prix unique sur le forfait déclaratif, parce que si vous travaillez avec plusieurs prestataires, vous allez avoir un prix à gauche, un prix à droite, un prix au milieu. Bon, là, au moins, vous avez un prix figé sur l'ensemble et vous savez à quoi vous en tenir et pas de, tiens, lui, il va me facturer en plus, en moins, etc. Ça peut être également aussi un avantage. Il faut savoir aussi qu'intégrer le DCN d'un commissionnaire en douane, ça n'a aucune incidence sur les flux de transport, notamment chez nous, hein, chez Bolloré. On dissocie bien les flux déclaratifs du flux transport. Vous pouvez donner votre déclaration à Bolloré et faire le transport avec un autre ou vice-versa. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Oui, ça a une notion retour du justificatif fiscal, mais aussi cette notion de centraliser tout sur un même opérateur en douane qui va pouvoir vous proposer d'autres prestations, notamment en termes de suivi du retour des ECS. Ouais, d'accord. Et puis le coût déclaratif, quoi. Vous avez un coût unique et vous savez, toujours le même, quoi. Du coup, voilà, certains pensent à d'autres petites questions. Pouvez-vous développer l'importance ou non du choix de l'incoterm dans le cadre d'un règlement par crédit documentaire? Là, on va plus dans le crédit documentaire, on va plus aller dans la famille des C, en fait, quand on va utiliser un crédit documentaire. Éventuellement des D, C et D, mais bon, les D, on a vu qu'ils pouvaient être contraignants, principalement les C. On va éviter l'ex-work, mais voilà. Oui, en fait, il faut pouvoir, souvent dans le crédit documentaire, on demande un document de transport, donc il faut pouvoir le fournir, quoi. Ouais, exactement. Après, d'autres contraintes, Non, il n'y a pas de. Enfin, j'en ai pas là. Il n'y a pas à part, voilà, privilégier à partir des incoterms C, quoi. ouais. OK, merci. Voilà, on est au bout des questions. Écoutez, moi j'étais ravi en tout cas de passer cette matinée avec vous. Alors c'est toujours un petit peu particulier comme ça à distance. En plus, moi là, quand je présente, je ne vous vois pas. Voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger sur des sujets comme ça qui me tiennent à cœur. Donc j'étais Oui, ravi. J'étais ravi de merci. passer ces 2 heures avec vous. Et merci Sandrine pour l'invitation. Merci à toi, de ta présentation. C'était très clair. Ah, j'ai une nouvelle question. On va dire que ça va peut-être être la dernière. Mais n'hésitez pas, s'il y en a d'autres après, vous nous Oui. envoyez un petit mail, on vous répondra. Donc, alors, certains de nos clients nous imposent de travailler en DDP car ils n'ont pas de bureau administratif et financier sur le lieu de livraison hors UE. Peut-on faire autrement?
certains de nos clients nous obligent à travailler en Ah non, DDP hors DDP. UE. Ouais, Hors parce UE. qu'ils n'ont pas de bureau administratif et financier sur le lieu de livraison. Ah oui? Mmh. Bah, c'est bizarre. Alors ça peut arriver. Alors, Alors, elle précise acheteur institution en France, mais livraison sur site Dromcom, par exemple. ah oui, bah oui, bah oui. Oui, 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 oui. Oui, bah, là, effectivement, c'est le DDP. C'est le DDP, c'est le DDP, oui, effectivement, tout ce qui est, institution, il y a pas forcément de on n'a pas forcément un acheteur en propre avec, installé en propre, à destination. Donc là, c'est le DDP qui s'impose, mais c'est contraignant. Moi, on le fait pour certains de nos clients, hein, ce schéma qui est exposé là, ce flux. C'est difficile parce que en DDP, même dans les DROM, hein, même dans les DROM, hein, ils ont leur réglementation particulière et c'est compliqué. Alors oui, c'est le DDP qui va s'imposer, mais il va falloir le sécuriser avec un agent à destination. Il va falloir sécuriser toute la partie formalité douanière à destination. Bien sûr, hein, je dis que le DDP est à proscrire, mais dans certains cas, et comme ce cas exposé, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser le DDP. Mais là, je peux vous dire que le commissionnaire de transport et le commissionnaire en douane doivent s'assurer que les formalités à destination vont être faites correctement et sans encombre. Ok, merci Frédéric. Voilà, oui, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Donc, je vous remercie une nouvelle fois pour votre participation, votre écoute. Et n'hésitez pas à répondre aux petits sondages et puis à vous inscrire à nos prochains webinaires, à l'Open, à tous nos événements voilà, de partage et d'échange entre entreprises. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous et puis je vous dis à bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.